Ce projet est né lorsque j'ai entendu parler des bourses de voyage Zelidja et de leurs modalités, qui sont de partir un mois minimum, seul, et avec une thématique d'études. J'ai donc préparé le projet en 2022, pendant mon année de maths P. Et après mûre réflexion, j'ai choisi de partir en Norvège, pour y étudier les actions et inactions des Norvégiens pour le développement durable, dans les domaines de l'alimentation et des transports. J'ai voyagé avec ma tante sur le dos, mais en essayant de dormir chez l'habitant, ce qui m'a permis de faire des rencontres marquantes et d'être plus proche des réalités du pays. Et j'ai voyagé en train, parce que ça allait avec la démarche du voyage, et puis parce que de toute façon, je culpabilise dès que je consomme de l'énergie. Cette vidéo est donc une sorte de documentaire sur ce que j'ai appris au cours de ce voyage. Je vais parler de développement durable en Norvège, mais dans le contexte particulier de mon voyage, selon ma perspective de jeune adulte de 20 ans qui se soucie de la planète. Je pense qu'on est une génération qui est particulièrement touchée par la thématique du réchauffement climatique, autant matériellement que mentalement. On en voit les conséquences sous nos yeux et on sait que c'est à nous de faire changer les choses. C'est une pression qu'on a sur les épaules, que je ressens personnellement et qui a même, je crois, influencé mon choix d'études d'ingénieur. Il me semble important donc de commencer par vous donner une définition du développement durable. C'est un développement qui prend en compte les aspects économiques, il faut que ce soit viable, sociaux, il s'agit de respecter les droits humains, et écologiques, la partie impliquant de respecter la planète étant souvent la partie délaissée. J'ai choisi la Norvège parce que j'en avais une image très verte, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, concernant les pays scandinaves. Je suis partie avec en tête l'idée que j'allais découvrir une meilleure organisation, à l'échelle d'un pays entier. J'avais entendu parler des mesures prises pour inciter à acheter des voitures électriques en Norvège. Cette politique consiste à donner des aides pour acheter des voitures électriques, mais ceci est également le cas en France par exemple. Les vraies incitations de la Norvège résident dans les avantages donnés aux conducteurs de voitures électriques. Ils ne paient pas de péage, ont des places réservées et peuvent rouler sur les voies de bus par exemple. J'avais aussi entendu parler du développement des énergies renouvelables. Ces chiffres sont impressionnants, mais leur source aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille. Je suis donc partie un matin de juillet avec mon optimisme et mon sac à dos. Ce premier contact avec la Norvège a renforcé mon optimisme. Je suis tombée, avec Hélène et Wolfgang, chez un couple qui m'a accueilli vraiment généreusement sous son toit et m'a fait découvrir la vie sur la côte au sud de la Norvège. Ils m'ont notamment fait découvrir la communauté Camp Hill du village de Vidaråsen. Ce village prône une vie en communauté, comme a pu me l'expliquer Will. Of a village where one is caring for people, caring for nature, caring for the land, that all that ties together. Yeah. Je ne vais pas m'étendre sur leur philosophie de vie, mais elle repose sur celle de Rudolf Steiner. Chaque personne et chaque chose a un rôle dans le village. Tout est réfléchi, toutes les ressources sont utilisées, et ils arrivent, grâce à leurs efforts communs, à produire énormément par eux-mêmes, jusqu'à leur propre station d'épuration d'eau. Ils font pousser 40 types de légumes, pour lesquels ils utilisent bien sûr le compost généré par la station d'épuration, et élèvent leurs propres animaux. J'ai été très impressionnée par cette communauté, et je me suis demandé pourquoi tant de produits étaient importés en Norvège si le climat et le sol permettent une telle production de nourriture. Globalement, j'ai rencontré à Tønsberg des gens qui respectaient la planète, et faisaient des efforts à leur échelle pour réduire leur empreinte carbone, et qui étaient plutôt satisfaits des mesures prises par le gouvernement dans ce sens. Ma positivité m'a donc encore une fois accompagnée pour ma deuxième étape, à Fåvang. J'ai été à Fåvang pour une semaine de woofing, où je me suis sentie dans un cocon de jeunes familles norvégiennes. Ils m'ont fait goûter plein de choses, je me suis occupée de leurs enfants, j'ai fait des balades au milieu des montagnes avec leurs chiens, et j'ai découvert leurs diverses manières de rendre leur quotidien plus écologique. Je savais déjà en arrivant dans cette maison que ce serait une image biaisée de la Norvège en quelque sorte. J'ai essayé dans mon voyage de parler avec des personnes de différents milieux, et pas forcément impliquées dans le développement durable pour avoir une image plus objective sur l'ensemble du pays.
Mais je savais donc que cette étape serait en un sens orienté. J'ai quand même pu avoir un aperçu d'agriculture en Norvège à échelle réduite. Le potager que j'ai vu était très réfléchi, pour optimiser l'espace utilisé, pour utiliser les ressources disponibles au maximum, et aussi pour le rendre un minimum esthétique. Le résultat est une production de légumes variés pendant presque toute l'année, sans utiliser de produits chimiques du tout, mais en faisant un engrais avec les orties et autres mauvaises herbes ramassées du jardin par exemple. Ils arrivaient à manger principalement végétarien et beaucoup de leur propre production. Ils avaient aussi beaucoup de produits en vrac, comme la farine, etc., alors que j'avais parlé avec une Française habitant à Oslo, qui m'avait dit que ce n'était pas possible en habitant à la capitale. Quand je suis arrivée en Norvège, forcément, j'ai eu envie de continuer ma transition de zéro déchet. Parce que, en fait, c'est pas possible. Mais tu peux rien acheter en vrac dans les supermarchés, tout est suremballé. T'as des marchés en France aussi, tu peux aller acheter des légumes. En Norvège, non, il n'y a pas de marché. C'est donc la première différence dans les services accessibles que j'ai pu remarquer entre les régions de la Norvège. On ne peut pas accuser le gouvernement d'une demande de vrac faible, en revanche, on peut l'accuser de sa politique d'importation sur la majeure partie des aliments présents dans les supermarchés. On a vu qu'il était possible de faire pousser énormément de produits sur le sol norvégien, et pourtant, les seuls éléments produits à grande échelle en Norvège sont certaines céréales, la viande, le lait et le poisson. Le reste est importé. De l'Europe, certes, mais ça fait du transport quand même. Et c'est peut-être ce qui entraîne en plus des emballages de plastique individuels dans les supermarchés. J'avais donc passé une deuxième semaine chez une famille soucieuse de l'environnement et agissant concrètement à son échelle. Mais j'avais aussi, grâce à ma discussion avec Anaïs, réfléchi à plusieurs points qui ont participé à faire baisser mon optimisme. J'y ai eu une impression de greenwashing, c'est-à-dire l'impression qu'on utilisait des jolis mots et des jolies images pour cacher une réalité polluante, notamment dans la mention de l'industrie du pétrole. Elle est présentée comme respectueuse de l'environnement, sous prétexte que leurs puits de pétrole sont assez bien conçus pour ne pas provoquer de fuite dans l'eau. Je crois que globalement, les Norvégiens considèrent que leur pays est écolo étant donné qu'ils utilisent des énergies renouvelables et que leur pétrole est exporté. Mais on peut tout de même considérer que c'est une vision naïve de la situation que de fermer les yeux sur la pollution engendrée par l'exploitation des ressources pétrolières. Quand tu leur dis pourquoi tu portes pas les mires, ah mais c'est vrai, c'est produit avec de l'eau. Moi j'ai cette phrase un peu méchante mais qui me semble pas si incohérente, c'est les Norvégiens chient sur le reste du monde. Je partais ensuite pour Bergen et je me retrouvais vraiment seule pour la première fois du voyage. J'avais personne à retrouver et en plus je commençais à vraiment avoir l'impression qu'en fait la Norvège c'était du greenwashing à l'échelle d'un pays. Donc c'est le moment du voyage où j'ai déprimé un peu et où je me suis demandé ce que je faisais là toute seule. Arrivé à Bergen, j'ai fait ce que le Lonely Planet recommandait, c'est-à-dire aller au marché de poissons. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout un petit marché local, mais une attraction touristique proposant notamment des steaks de baleine. Ça n'a pas aidé à me remonter le moral. Enfin, j'ai décidé de sortir de ma bulle et de retirer mon casque de mes oreilles. J'ai parlé avec des inconnus et demandé des conseils sur des choses à faire à Bergen. Ainsi, je me suis retrouvée à faire une randonnée juste à l'extérieur de la ville, au milieu de paysages de fjord. Cette proximité de la nature est très présente en Norvège, et j'ai ressenti clairement pendant mon séjour l'attachement que les Norvégiens lui portaient. Dans chaque ville où j'ai été, il y avait la possibilité de facilement s'immerger dans la nature pour une balade. Et à Oslo, j'avais pu aisément m'éclipser pour planter ma tente. Cela dit, les Norvégiens ont beau aimer être dans la nature, ils en ont peut-être quand même une vision spéciale. Ils sont très adeptes des barbecues au bord de l'eau, mais utilisent des bacs en aluminium jetables pour ces occasions. Aussi, ils ont des lampadaires pour éclairer les chemins de randonnée dans la forêt. Enfin, je noircis le tableau ici. Nombre de Norvégiens ont l'habitude de faire des week-ends de camping pour lesquels ils sont équipés avec simplement des tentes, etc. J'ai mentionné les bacs en aluminium pour le barbecue, mais ils les jettent à la poubelle. Il est clair qu'ils ont tous une mentalité de protection de la nature.
Il est seulement important de faire la distinction entre protéger la nature en tant que telle et protéger la planète. Par exemple, aux îles Lofoten, où je suis allée plus tard dans mon voyage, un projet d'installation de puits de pétrole avait été refusé après avoir créé une vague de protestations sur les réseaux sociaux. Cependant, les Norvégiens refusaient cette installation par crainte d'abîmer le paysage, et non parce qu'ils étaient contre l'exploitation du pétrole. Ça aurait été possible, j'aurais pu avoir ma connexion pour aller jusqu'à l'endroit où j'avais un camping, mais organisation trop mauvaise ont fait que j'ai pas pu avoir mes connexions et que j'ai dû revenir à Forvang. Pendant mon séjour, j'ai été confrontée plusieurs fois à des bus de remplacement de train, à cause des travaux sur les voies. J'avais beaucoup de mal à prendre les bons bus dans ces cas, parce que j'utilisais un pass interrail qui n'était pas à jour quotidiennement, et parce qu'il n'était pas hyper bien indiqué, et en norvégien. Il y avait des panneaux avec la destination, mais sans les arrêts intermédiaires et sans horaire. Globalement, je n'avais pas trop d'obligations de temps, donc ça ne m'a pas posé de vrais problèmes, sauf ce jour-là, où je suis finalement retournée à Forvang. Mais heureusement que j'avais un contact là-bas. Sur le coup, ça m'a stressée, parce que j'étais fatiguée en plus, et j'ai fait une crise de panique. Donc il y a ce problème d'organisation des trains, avec les voies en travaux, mais il y a aussi un problème économique, dont m'ont parlé tous les Norvégiens avec qui je parlais d'écologie. Les avions sont moins chers et plus rapides que les trains. Par exemple, pour aller de Bergen à Trondheim, j'ai été obligée de passer par Oslo et de faire franchement un long trajet en train. Alors que l'avion aurait pris 1 heure et aurait coûté 2 fois moins cher. C'est la même chose pour un trajet direct, par exemple Oslo-Bergen. Le trajet est plus long et plus cher que l'avion. Tout ceci est valable pour les longs trajets, mais il y a aussi un problème dans les transports en commun. Et donc j'ai parlé avec la conductrice qui m'a dit que le bus était parfois, littéralement vide, genre il n'y avait personne. En plus, même les itinéraires possibles en bus ne circulent que quelques fois dans la journée. En tous les cas, pas assez pour pouvoir compter dessus pour aller au travail par exemple, ce qui entraîne l'utilisation d'une voiture personnelle pour tous les trajets. J'ai conscience que tous ces constats ne sont pas très différents de ceux qu'on pourrait faire en France, surtout sur la différence ville-campagne et sur l'importance donnée à Paris ou respectivement à Oslo. Mais c'est juste que j'étais partie en Norvège vraiment trop naïve. Je pensais que j'y trouverais des mesures prises par le gouvernement pour réduire la consommation globale d'énergie. Et c'est loin d'être le cas, rien que sur les secteurs de l'alimentation et des transports que j'ai pu observer plus en détail. Je ferme maintenant la parenthèse des transports pour vous parler de la raison pour laquelle je suis allée à Trondheim, l'association Gate Mila Credo. Il s'agit d'un centre qui a pour mission d'apprendre aux enfants à cuisiner et à apprécier la nourriture. Pour ce faire, ils ont une approche qu'on pourrait considérer comme écologique, c'est-à-dire qu'ils utilisent exclusivement des produits locaux et qu'ils évitent tout gaspillage. Ils essaient de leur apprendre à faire le maximum avec les produits qu'ils ont, et bien sûr en fonction des saisons. Le centre accueille des scolaires et prend part à des événements comme à cette petite fête de quartier à laquelle j'ai pu participer. Il est situé juste à côté du restaurant Kledo, avec lequel il collabore en partie. J'avais déjà repéré ce restaurant avant de partir, car il a une étoile verte en plus de l'étoile Michelin qui lui a été attribuée, justement pour l'attention avec laquelle ils sélectionnent leurs produits, en fonctionnant en local, de saison, et en réduisant leurs déchets. Cette initiative à Trondheim m'a remonté le moral. Même s'il s'agit d'une seule initiative, c'est presque anecdotique, mais ça m'a aidé à me rappeler que c'était important aussi. Le changement peut venir d'initiatives à petite échelle, avant d'entraîner des mesures à échelle nationale, voire internationale. Je voulais vraiment pendant mon voyage en apprendre plus sur la pêche en Norvège. C'est une industrie importante du pays, la deuxième après le pétrole. À Bergen, j'avais donc fait un tour au musée de la pêche. Ils avaient des salles adaptées aux enfants, mais aussi un reportage sur le métier de pêcheur, avec une interview de 3 pêcheurs de 3 générations différentes. Le plus vieux d'entre eux avait connu des conditions très difficiles, mais avait commencé à travailler à une époque où la pêche permettait de gagner sa vie dans un pays plutôt pauvre. Il avait passé des mois en mer, le privant de sa famille. Dans le documentaire, il disait regretter de ne pas avoir assez profité de ses enfants.
Les autres pêcheurs étaient arrivés à une autre époque, et le plus jeune surtout voyait les choses totalement différemment. Il est difficile aujourd'hui d'avoir son propre bateau, sa propre entreprise. Il disait ne pas avoir les moyens de l'acheter, ni d'acheter les permis nécessaires. En effet, des quotas existent, pour éviter, à cause de la pêche intensive qui a lieu de nos jours, d'épuiser des zones de certaines espèces de poissons. Les priorités de ce plus jeune avaient donc changé, après qu'il a renoncé à une activité avec son propre bateau. Mer sånne private ting, at han har lyst til å reise igjen og oppleve eller fare på den og den festen. Globalement, j'ai compris que le métier de pêcheur avait fortement évolué dans les dernières 50 années, avec l'enrichissement du pays grâce aux puits de pétrole et avec le développement de techniques de pêche différentes, dans lesquelles on ne va pas se plonger ici, mais dont on connaît les conséquences désastreuses sur l'environnement. Et pourtant, j'ai rencontré aux îles Lofoten un pêcheur qui sort avec son bateau tous les jours et qui arrive à en vivre. Je l'ai retrouvé de bon matin et il m'a fait monter dans sa voiture pour aller à son bateau. Sur le trajet, il m'a expliqué qu'il avait des quotas à respecter pour la quantité pêchée de certains poissons précis, mais que pour la plupart, il n'en avait pas. Les permis payants, dont j'avais entendu parler dans le reportage du musée de la pêche, concernent seulement les plus gros bateaux, qui ont des plus grandes capacités. Mais c'est donc seulement une question d'échelle. Gil pouvait totalement vivre de son activité quotidienne aux îles Lofoten, où il change régulièrement d'endroit pour avoir plus de cabillaud ici ou plus de rouget là, mais toujours assez dans ses filets pour les vendre et en faire son gagne-pain. Il se trouve en plus dans une enceinte en quelque sorte protégée, puisque les plus gros bateaux de pêche ne peuvent pas venir dans les passages plus étroits des fjords des îles Lofoten. Donc les poissons peuvent grandir, et certains arrivent à plusieurs années de vie avant d'être pêchés. J'ai senti que Gil était sensible à la cause du développement durable, qui s'applique totalement à la pêche. Avoir un plus petit bateau n'entraîne pas seulement de ne pas avoir à payer les permis, mais aussi de pêcher de manière raisonnable. Il en a conscience et m'a parlé aussi de la pêche à la baleine, souvent présentée comme un gros enjeu pour l'écologie et la biodiversité en Norvège. Il considère que ce problème n'en est pas vraiment un. Des quotas pour un nombre maximal de baleines tuées chaque année ont été mis en place, et ils ne sont même pas atteints en réalité. De plus, tout cela ne concerne qu'une seule espèce de baleine, alors qu'il en existe des centaines. Et on peut aussi penser qu'il ne serait pas bon pour la chaîne alimentaire de décimer par la pêche la population de poissons, qui sont la principale source de nourriture des baleines. Globalement, il s'agit de trouver un équilibre. Et sur la question de la pêche, il semblerait que le gouvernement norvégien y veille. Gil reçoit une contrepartie financière en échange de leur envoyer des cabillauds pour qu'ils soient analysés, afin d'être sûr qu'ils vivent normalement dans chaque zone où des poissons sont prélevés de la sorte. Des analyses sont également faites dans les eaux des fermes de saumon. Et ces enceintes de culture de poissons changent d'endroit tous les 2 ans pour que la nature environnante ne soit pas trop impactée. Il est donc maintenant temps pour une petite conclusion que j'ai du mal à faire, puisqu'elle signifie la vraie fin de ce projet qui occupe mon esprit depuis plus d'1 an maintenant. Honnêtement, ce voyage m'a surtout beaucoup appris sur moi-même, mais cette vidéo n'est pas exactement le lieu pour faire ma thérapie, donc je vais m'efforcer de faire une vraie conclusion. Je crois que la plus grosse leçon que j'ai appris en Norvège est de se méfier du greenwashing. Personne n'est parfait, on est bien d'accord, mais c'est problématique d'essayer d'en renvoyer l'image. Et dans le contexte du greenwashing, le problème est que le fait de faire croire qu'on est vert, qu'on ne pollue pas, entraîne une certaine déculpabilisation. Pour le consommateur, ça entraîne de consommer plus. Pourquoi se retenir si en plus on fait du bien à la planète? Et pour l'entreprise ou le pays concerné, ça entraîne de ne pas changer son fonctionnement. Or celui-ci date d'une autre époque et n'est en aucun cas adapté à la crise climatique qui est la nôtre. Ceci est lié au concept de compensation, qui est beaucoup utilisé par la Norvège pour arriver à une économie qu'il considère comme décarbonisée. La compensation consiste à investir dans des entreprises qui participent à réduire les gaz à effet de serre. Ça peut être en plantant des arbres ou en développant des technologies capables d'absorber du carbone. Dans tous les cas, c'est problématique comme concept, puisqu'encore une fois, ça déculpabilise et n'encourage en aucun cas à réduire la consommation d'énergie. Alors qu'on va bien être obligé de passer par cette case si on ne veut pas cramer notre planète. Voici pour le côté négatif de ma conclusion. Mais il y a aussi du positif. J'ai beaucoup aimé être entouré par des gens qui aiment profondément la nature, même si des fois je ne comprends pas trop pourquoi ils ne la protègent pas plus.
J'ai beaucoup aimé passer du temps toute seule, mais aussi m'ouvrir aux autres et découvrir des nouvelles personnes, former des amitiés sur la route. Et c'est dans les initiatives collectives, dans les groupes, que j'ai ressenti le plus d'espoir. On peut changer les choses, on va réussir à changer les choses, si on s'y met ensemble et qu'on s'encourage les uns les autres. La pression qui se retrouve sur nos épaules n'est pas là pour rien. Il faut en parler autant que possible, changer notre état d'esprit et nos habitudes, et faire changer les institutions avec. Chacun d'entre nous, littéralement, a un rôle à jouer pour le futur.